La dictature des banquiers et leur système d'argent-dette s'étend dans tous les pays du monde. Il suffirait qu'un seul pays se libère de cette dictature et donne l'exemple de ce que pourrait être un système d'argent honnête, émis sans intérêt et sans dette par le gouvernement souverain de la nation, pour que leur système s'écroule dans le monde entier. Cette lutte des financiers internationaux pour installer leur système frauduleux d'argent-dette a été particulièrement virulente aux États-Unis depuis le tout début de leur existence, où les faits montrent que plusieurs hommes d'État américains étaient bien au courant du système d'argent-dette que les financiers voulaient imposer et de tous les malheurs qu'il entraînerait pour l'Amérique. Les financiers font tout pour tenir cachée cette facette de l'histoire des États-Unis, de peur que l'exemple de ces hommes ne soit suivi encore aujourd'hui. Voici ces faits que les financiers voudraient que la population ignore. Nous sommes en 1750. Les États-Unis d'Amérique n'existent pas encore, ce ne sont que 13 colonies sur le continent américain qui forment la Nouvelle-Angleterre, possession de l'Angleterre. Benjamin Franklin écrivait de la population y vivant de ce temps. Impossible de trouver de population plus heureuse et plus prospère sur toute la surface du globe. Ce discours faisant écho en Angleterre, on lui demanda le secret de cette prospérité dans les colonies, alors que la misère régnait dans la mère patrie. C'est bien simple, répondit Franklin. Dans les colonies nous émettons notre propre papier-monnaie, nous l'appelons colonial script et nous en émettons assez pour faire passer facilement tous les produits des producteurs aux consommateurs. Créant ainsi notre propre papier-monnaie, nous contrôlons notre pouvoir d'achat et nous n'avons aucun intérêt à payer à personne. Les banquiers anglais mis au courant, firent adopter par le Parlement anglais une loi défendant aux colonies de se servir de leur monnaie script, et leur ordonnant de se servir uniquement de la monnaie dette d'or et d'argent des banquiers qui était fournie en quantité insuffisante. La circulation monétaire dans les colonies se trouva ainsi diminuée de moitié. En un an, dit Franklin, les conditions changèrent tellement que l'ère de prospérité se termina, et une dépression s'installa, à tel point que les rues des colonies étaient remplies de chômeurs. Alors advint la guerre contre l'Angleterre et la déclaration d'indépendance des États-Unis, en 1776. Les manuels d'histoire enseignent faussement que la Révolution américaine était due à la taxe sur le thé. Mais Franklin déclara: les colonies auraient volontiers supporté l'insignifiante taxe sur le thé et autres articles, sans la pauvreté causée par la mauvaise influence des banquiers anglais sur le Parlement, ce qui a créé dans les colonies la haine de l'Angleterre et causé la guerre de la Révolution. Les pères fondateurs des États-Unis ayant tous ces faits en mémoire, et pour se protéger de l'exploitation des banquiers internationaux, prirent bien soin de stipuler clairement dans la Constitution américaine signée à Philadelphie en 1787, dans l'article 1 section 8, paragraphe 5. C'est au Congrès qu'appartiendra le droit de frapper l'argent et d'en régler la valeur. Mais les banquiers ne lâchèrent pas le morceau. Leur représentant Alexander Hamilton fut nommé secrétaire du Trésor, l'équivalent de notre ministre des Finances, dans le cabinet de George Washington. Il se fit l'avocat d'une banque nationale privée et de la création d'un argent-dette avec de faux arguments, tels que « une dette nationale pourvu qu'elle ne soit pas excessive est une bénédiction nationale ».
Le gouvernement se montrera sage en renonçant à l'usage d'un moyen indélicat pour se procurer de l'argent aussi séduisant et dangereux, soit d'émettre son propre papier-monnaie. Hamilton leur fit aussi croire que seul l'argent dette des banques privées était valable pour les transactions avec les pays étrangers. Thomas Jefferson, le secrétaire d'État, était fortement opposé à ce projet, mais le président Washington se laissa finalement convaincre par les arguments d'Hamilton. Une banque nationale fut donc créée en 1791, la Bank of the United States, avec une charte d'une durée de 20 ans. Quoique nommée Banque des États-Unis, elle était plus véritablement la Banque des banquiers, puisqu'elle n'appartenait pas du tout à la nation, au gouvernement américain, mais aux individus détenteurs des actions de la banque. Les banquiers privés. Le nom de Banque des États-Unis fut délibérément choisi dans le but de laisser croire à la population américaine qu'elle était propriétaire de la banque, ce qui n'était pas du tout le cas. La charte expira en 1811 et le Congrès vota contre son renouvellement, grâce à l'influence de Jefferson et d'Andrew Jackson. Si le Congrès, dit Jackson, a le droit d'après la Constitution d'émettre du papier-monnaie, ce droit leur a été donné pour être utilisé par eux seuls, non pas pour être délégué à des individus ou des compagnies privées. Nathan Rothschild de la Banque d'Angleterre lança un ultimatum. Ou bien le renouvellement de la charte est accordé, ou bien les États-Unis sont impliqués dans une guerre très désastreuse. Jackson et les patriotes américains ne se doutaient pas que le pouvoir des banquiers pouvait s'étendre jusque-là. « Vous êtes un repère de voleurs, de vipères, leur dit Jackson. J'ai l'intention de vous déloger, et par le Dieu éternel, je le ferai. » Nathan Rothschild émit des ordres. Donnez une leçon à ces impudents Américains. Ramenez-les au statut de colonie. Le gouvernement anglais déclencha la guerre de 1812 contre les États-Unis. Le plan de Rothschild était d'appauvrir les Américains par la guerre, à un tel point qu'ils seraient obligés de demander de l'aide financière qui bien sûr ne serait accordée qu'en retour du renouvellement de la charte de la Bank of the United States. Il y eut des milliers de morts, mais qu'importe à Rothschild. Il avait atteint son but. La charte fut renouvelée en 1816. Abraham Lincoln fut élu président des États-Unis en 1860 avec la promesse d'abolir l'esclavage. 11 États du Sud favorables à l'esclavage des Noirs décidèrent donc de quitter l'Union. Ce fut le début de la guerre de sécession ou guerre civile américaine. Lincoln étant à court d'argent pour financer les armées du Nord, partit voir les banquiers de New York qui lui offrirent de l'argent à des taux allant de 24 à 36%. Lincoln refusa, sachant parfaitement que c'était de l'usure et que cela mènerait les États-Unis à la ruine. Mais son problème d'argent devait être réglé. Son ami de Chicago, le colonel Dick Taylor, vint à la rescousse et lui suggéra la solution. Que le Congrès passe une loi autorisant l'émission de billets du Trésor ayant plein cours légal. Payez vos soldats avec ces billets, allez de l'avant et gagnez votre guerre. Lincoln fit, et il gagna la guerre. De 1862 à 1863, Lincoln fit émettre 450 millions de dollars, greenback, appelés ainsi par la population parce qu'ils étaient imprimés avec de l'encre verte au verso. Lincoln appela ces greenbacks la plus grande bénédiction que le peuple américain ait jamais eue. Bénédiction pour tous sauf pour les banquiers, puisque cela mettait fin à leur racket du vol du crédit de la nation et de création d'argent avec intérêt. Ils mirent donc tout en œuvre pour saboter l'œuvre de Lincoln. Lord Goshen, porte-parole des financiers, écrivit dans le London Times. Si cette malveillante politique financière provenant de la République nord-américaine devait s'installer pour de bon, alors ce gouvernement fournira sa propre monnaie sans frais. Il s'acquittera de ses dettes et sera sans aucune dette. Il aura tout l'argent nécessaire pour mener son commerce. Il deviendra prospère à un niveau sans précédent dans toute l'histoire de la civilisation. Ce gouvernement doit être détruit ou il détruira toute monarchie sur ce globe. Tout d'abord, dans le but de discréditer les greenbacks, les banquiers persuadèrent le Congrès de voter en février 1862, la clause d'exception, qui stipulait que les greenbacks ne pouvaient être utilisés pour payer l'intérêt sur la dette nationale.
Ensuite, ayant financé l'élection d'assez de sénateurs et de députés, les banquiers firent voter par le Congrès en 1863 le retrait de la loi des greenbacks et son remplacement par le National Banking Act, loi des banques nationales, où l'argent serait créé avec intérêt par des compagnies privées. Cette loi stipulait aussi que les greenbacks seraient immédiatement retirés de la circulation aussitôt leur retour au trésor pour paiement des taxes. Lincoln protesta énergiquement, mais son objectif le plus pressant était de gagner la guerre et de sauver l'Union, ce qui l'obligea à remettre après la guerre le veto qu'il projetait contre cette loi et l'action qu'il entendait prendre contre les banquiers. Lincoln déclara tout de même : « J'ai deux grands ennemis, l'armée du Sud en face et les banquiers en arrière. Et des deux, ce sont les banquiers qui sont mes pires ennemis. » Lincoln fut réélu président en 1864 et fit clairement savoir qu'il s'attaquerait au pouvoir des banquiers une fois la guerre terminée. La guerre se termina le 9 avril 1865, mais Lincoln fut assassiné 5 jours plus tard, le 14 avril. Une formidable restriction du crédit s'ensuivit, organisée par les banques. L'argent en circulation dans le pays, qui était de 1907 millions de dollars en 1866, soit 50,46 $ pour chaque Américain, tomba à 605 millions de dollars en 1876, soit 14,60 $ par Américain. L'exemple de Lincoln demeurait néanmoins dans plusieurs esprits, même jusqu'en 1896. Cette année-là, le candidat démocrate à la présidence était William Jennings Bryan. Les livres d'histoire nous disent que ce fut une bonne chose qu'il ne fût pas élu président, car il était contre la monnaie saine des banquiers, l'argent créé sous forme de dette, et contre les talons or. Nous disons dans notre programme que nous croyons que le droit de frapper et d'émettre la monnaie est une fonction du gouvernement. Nous le croyons. Et ceux qui y sont opposés nous disent que l'émission de papier-monnaie est une fonction de la banque et que le gouvernement doit se retirer des affaires de la banque. Eh bien moi je leur dis que l'émission de l'argent est une fonction du gouvernement et que les banques doivent se retirer des affaires du gouvernement. Lorsque nous aurons rétabli la monnaie de la Constitution, toutes les autres réformes nécessaires seront possibles, mais avant que cela ne soit fait, aucune autre réforme ne peut être accomplie. Et finalement, le 23 décembre 1913, le Congrès américain votait la loi de la Réserve fédérale, qui enlevait au Congrès lui-même le pouvoir de créer l'argent et remettait ce pouvoir à la Federal Reserve Corporation. Un des rares membres du Congrès qui avait compris tout l'enjeu de cette loi, Charles A. Lindbergh, le père du célèbre aviateur, déclara : « Cette loi établit le plus gigantesque trust sur Terre. Lorsque le président Wilson signera ce projet de loi, le gouvernement invisible du pouvoir monétaire sera légalisé. Le pire crime législatif de tous les temps est perpétré par cette loi sur la banque et le numéraire. » Qu'est-ce qui a permis aux banquiers d'obtenir finalement le monopole complet du contrôle du crédit aux États-Unis ? L'ignorance de la population sur la question monétaire. John Adams écrivait à Thomas Jefferson en 1787. Toutes les perplexités, désordres et misères ne proviennent pas tant de défauts de la Constitution, du manque d'honneur ou de vertu, que d'une ignorance complète de la nature de la monnaie, du crédit et de la circulation. Salmon Chase, secrétaire du Trésor sous Lincoln, déclara publiquement peu après le passage de la loi des banques nationales. Ma contribution au passage de la loi des banques nationales fut la plus grande erreur financière de ma vie. Cette loi a établi un monopole qui affecte chaque intérêt du pays. Cette loi doit être révoquée, mais avant que cela puisse être accompli, le peuple devra se ranger d'un côté, et les banques de l'autre, dans une lutte telle que nous n'avons jamais vue dans ce pays. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.